Frédéric de Serran, je suis marié avec une femme que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Blandine. Et non, parce que je regarde les filles parce qu'elles me connaissent, et à chaque fois que je parle de ma femme, on me dit ah ça y est, ça revient dans sa femme. Voilà, et donc nous sommes mariés depuis 23 ans, nous avons 5 enfants. Je suis dans une phase un peu compliquée maintenant, c'est que je commence à être un père de famille de jeunes de votre âge. Donc je commence à voir tout le monde s'envoler, partir, et c'est une nouvelle phase. On est toujours novice à chaque âge. Et c'est ça qui est très bien. Le principal, c'est de garder le cœur d'enfant à chaque âge. Non pas d'être mignon, mais d'être habité par la jeunesse du cœur. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ça nous est donné au cœur de notre vie et il faut le préserver. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors, j'ai un parcours assez atypique et qui m'a amené aujourd'hui à être le directeur de l'Eau Vive, qui est un grand centre de vacances en France et qui est sur Briançon. Et nos bureaux nationaux sont sur Paris. Voilà. Donc, des jeunes comme vous, vous êtes doublement intéressants. Je vois cette jeunesse, c'est super, c'est magnifique de vous voir et de vous rencontrer. Et puis, vous êtes de potentiels moniteurs et monitrices de Briançon et de l'Eau Vive. Mais bon, je vous laisse libre, bien évidemment. On vous parlera quand même, c'est évident que l'Eau Vive a touché, au moment où j'avais votre âge, a touché vraiment mon cœur. C'est un lieu de formation où on parle de la personne humaine comme jamais je n'en ai entendu parler auparavant. Même si j'avais une éducation, bon, j'ai un nom à rallonge, donc les gâteaux, tout, l'éducation qu'il faut, etc. Mais cette perception de comprendre par le cœur ce qu'est la personne humaine m'a été déjà éveillée à l'Eau Vive en regardant tous ces jeunes de 7 à 17 ans qui nous étaient confiés. Et c'était l'occasion pour nous de réfléchir et de se dire, c'est un bien précieux qui ne nous appartient pas, qui nous est confié, qui est un être humain, qui est un être vivant, qui est une personne, et qui est là pour que nous prenions suffisamment soin d'eux à un moment où ils sont dans un contexte de repos et de vacances, et que nous puissions déclencher en eux le désir de grandir. Alors c'est beau, c'est génial, mais c'est une immense joie. À partir du moment où on vit ça d'une manière assez unique, hein, nous avons ce que l'on appelle la mixité, c'est la mixité garçon-fille, mais pas démagogique, pédagogique. Nous faisons l'expérience d'une mixité où il n'y a pas le flirt pendant les 3 semaines de vacances. Ça dure 3 semaines, un camp de 3 semaines. Et en juillet, nous sommes en tout 550. Et en août, on frôle les 300. Donc nous avons 400 jeunes et une centaine, 150 adultes qui les encadrent. Et c'est un moment où ils font l'expérience de se dire « Waouh, je ne suis pas un extraterrestre ». C'est exactement ce que vous avez vécu pendant les JMJ. Waouh, on n'est quand même pas tout seul. Pas mal. Surtout, alors bien sûr, on fait la fête, etc. Et puis dans une ambiance catho, avec certains qui ne vont jamais à la messe et tout, mais bon, on est tous là, on est heureux, on va voir le pape, très bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est le moment crucial des JMJ. Je n'y étais pas, mais je sais que le moment le plus marquant pour vous tous, et je ne me tromperai pas, ce sont les 20 minutes, une demi-heure, où tous ces centaines de milliers de jeunes, ensemble, se taisent. Parce que le Saint-Sacrement est exposé. Et là, c'est plus que magique. C'est le rééquilibrage, c'est-à-dire que la personne humaine est complètement retrouvée. Voilà. Je vais vous parler de la personne humaine parce que je suis fatigué de voir que nous sommes entraînés et portés par la déception de l'être humain. Déçus de la société, déçus de cette civilisation qui est en train de se casser la gueule, déçus de tout ce qui se passe, qu'on n'est pas capable finalement de vivre ensemble, ou alors les autres qui disent attention, mais je veux bien vivre ensemble, mais je ne veux pas perdre mon identité, ma culture, mon pays, déçus de voir qu'il y a de la violence, que de la bagarre, et que finalement on est trompé par des gouvernements, par la politique, et qu'on ne sait plus où on en est, déçus, fatigués. Déjà à des âges qui sont, je dirais, au démarrage de notre jeunesse, nous sommes déçus et fatigués. Fatigués par l'être humain, alors que la personne humaine
Et la chose la plus incroyable, c'est plus qu'une chose, c'est cet être qui existe et qui existe parce qu'il a été un projet. Et pas de n'importe qui, de Dieu. Et un projet d'amour. Bien sûr que dans le projet d'amour, il y a le projet d'amour humain. Et parfois, il y en a certains qui peuvent souffrir parce qu'ils disent « Non, non, Albéric, j'ai été le fruit d'un drame, d'un non-respect, et finalement ma mère était enceinte de moi, mais et à ce moment-là, il me raconte quelque chose de moi. » Peut-être que c'est ça. Mais aussi, c'est un projet d'amour humain. Pour une énorme, énorme majorité. Et ce n'est pas parce qu'il y a une énorme majorité que les autres qui sont en souffrance de leur existence en se disant « Suis-je vraiment le projet d'amour de mes parents ?» et que cette question est légitime, n'ont pas le droit de dire cela. Ils vont le dire, mais ils ne peuvent pas douter, par contre, de l'amour suprême qui est divin et qui est Dieu. Et là, celui-là, il n'a pas le péché. Il n'a pas les accidents, il n'a pas ce qui a pu blesser le projet d'amour. C'est un projet d'amour de Dieu, et c'est dingue. Parce que si Dieu existe, vous vous rendez compte, il a pensé à chacun d'entre nous. Et non seulement il a pensé, mais il a dit, et nous existons. Et nous dépendons uniquement de son amour. Un amour divin, passion comme jamais on ne peut imaginer, et d'amour miséricordieux. Voilà. Ça, c'est l'introduction. C'est-à-dire que si, philosophiquement et théologiquement, je ne me laisse pas complètement bousculer par cette possibilité, je passe à côté de la personne humaine. J'ai besoin, quelque part, du témoignage de la foi, ou même, mieux encore, par grâce, d'être habité par la foi pour pouvoir, en toute objectivité, regarder un être humain, quel qu'il soit, même s'il a posé l'acte le plus horrible, ou s'il a posé l'acte le plus inaccessible en copie, tellement il est incroyable cet acte. Il est saint, il est magnifique. La personne humaine est belle, non pas pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle dit, pour son efficacité, à quoi elle sert, pour ce qu'elle est. Vous êtes belle. Vous êtes beau. Ne vous inquiétez pas. Et vous êtes magnifiques tous et de manière unique. Et le grand danger dans notre société, c'est de se dire qu'est-ce que je vais éveiller de ma personne? Ce que je pense. Vous savez, quand moi j'avais votre âge, on n'avait que seulement le débat des catalogues de mode, etc., et des mannequins et tout. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde, sans exception, peut complètement se perdre dans une identité qui n'est pas la sienne. Fabriquer une réputation, fabriquer une impression, fabriquer un message qui n'est pas celui qu'est le nôtre. Parce qu'on est pris dans cette tempête. On est là, on va pas très bien, tout est, enfin, un selfie. Alors qu'on s'emmerde depuis 4 heures, 5 heures. Et on a la photo qui part, nous dévoile quelqu'un qui a fait des super vacances avec des potes. Alors c'est pas vrai. Mais c'est encore pire, c'est pas vrai. Parce que cette personne qui se présente dans le selfie n'est absolument pas une personne mais un masque. C'est intéressant de voir comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Quelle personne je présente? Mais vous comme vous êtes. Alors avec vos petits mots de travers, les machins, peu importe. Mais qui vous êtes vous? Sinon ça n'a aucun intérêt. Et en fait on s'en fout. Parce qu'en fait ce qui est le plus important, c'est pas de savoir qui vous êtes vous, mais quel est le don de votre personne que vous faites pour l'ensemble. Ce qui fait la beauté ici de cette aumônerie, c'est que vous êtes là, vous vous êtes déplacés, vous êtes venus. Et c'est complètement christologique, c'est exactement ce qui se passe au moment de la messe. J'y vais non pas parce que j'ai envie d'aller à la messe, mais parce qu'au fond de moi, Dieu m'a appelé.
Et je suis donc invité. Et donc quand vous arrivez ici, finalement, la raison même de la beauté de votre personne, c'est que vous êtes, alors on va le dire d'une manière d'analyse biologique et sociologique, nous sommes des êtres vivants qui ont besoin de vivre par troupeau. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous ne sommes pas faits pour nous révéler, nous, point. Nous sommes faits pour nous donner. Nous sommes faits pour être un en plusieurs. Nous sommes faits pour nous compléter. Non pas pour chercher ce qui me correspond et ce qui me convient. Quitte à changer d'identité, de je ne sais pas quoi. Je suis fait pour l'autre, pour me donner à l'autre. Et pour constituer un groupe. Et donc un peuple. Je suis un individu parce que le peuple en a besoin. Il est constitué d'individus. Comme un tricot est fait de maille en maille. Et fait un ensemble. Elle est là, la raison de mon existence. Et je ne suis pas utile, je suis. J'existe, je suis là. Et si je ne suis pas là, je suis absent. Et le groupe souffre de mon absence. Non pas de mon efficacité, non pas de ce qu'elle attend du profil que j'ai fabriqué de moi-même. Non, tout simplement de mon être. C'est bizarre, mais il faut qu'on remette tout à l'endroit. Car dans notre société, nous nous sommes trompés quand on s'intéresse à notre personne. Nous nous intéressons à notre personne de manière complètement matérielle. Alors qu'en fait, nous sommes beaucoup plus beaux que cela. Beaucoup plus belles que cela. Nous sommes des êtres d'amour. Blessés par un péché, mais dans la capacité de l'homme. C'est pour ça que Saint Jean-Paul II disait « Je crois en l'homme ». Et c'est là où on resitue comment éveiller, comment éduquer, comment s'approcher de la personne humaine. Alors, si ce soir ou demain, dans quelques jours, je dois rejoindre le ciel, quitter les miens, parce que c'est terminé sur cette terre, je peux vous partager que mon bonheur est immense d'avoir été illuminé par les personnes que je rencontre. Ma vie a été un bonheur de découvrir qu'une personne est magnifique. Les sociétés se perdent à partir du moment où on détermine des critères de reconnaissance d'une personne. Quand nous étions il y a 3-4 siècles le grand débat autour de l'abolition de l'esclavage, c'est de savoir si cet être vivant est une personne ou pas. S'il a une âme ou pas. Le grand débat sous le Reich, c'est de se dire il y a des sous-humains et des humains, des surhumains. Et les sous-humains, ils sont juifs, ils sont pédés, ils sont communistes, ils sont tziganes. Et ils n'ont aucune raison d'exister. Aujourd'hui, quels sont nos critères de reconnaissance d'une personne humaine? Au sein de la femme, quel est le choix constitutionnel que nous nous apprêtons à poser, qui deviendra le patrimoine de la valeur princière, la valeur dominante de notre pays? La reconnaissance et le droit de vivre. Vous voyez, et la reconnaissance de la personne humaine. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous planter? Quel est notre critère? Un enfant handicapé décelé avant sa naissance, il va être malheureux dans la société. Pourquoi? Parce qu'il est handicapé ou parce qu'on ne l'accepte pas dans cette différence qui ne correspond pas à notre protocole, à notre façon de voir les choses? Pourquoi cette personne n'a pas le droit de vivre? Pourquoi elle est condamnée à être malheureuse? Pourquoi? Pourquoi c'est 200 000, 400 000, 500 000? Pourquoi on investit de l'argent pour ça? Pourquoi on le justifie? Pourquoi on rend malheureux des milliers et des milliers de femmes? Parce que quelque chose s'est séparé en lui.
en elle. Et vous voyez, c'est comment je reçois ma personne aussi, telle que je suis. Pourquoi je suis déstabilisé? Pourquoi je ne sais même plus que quand je regarde mon corps, l'information de ce que je suis, je ne l'accepte plus. Pourquoi? Et pourquoi c'est normal? Pourquoi justement ce chemin est l'épanouissement? Mais l'épanouissement d'une idéologie, pas d'une personne humaine. Qu'est-ce qu'une personne humaine? Un trésor. Un trésor qui ne nous appartient pas. J'ai 5 enfants, je ne les ai pas à moi. Ils me sont confiés. Ils ne m'appartiennent pas. J'ai une épouse, mais le verbe, l'auxiliaire avoir que je suis en train d'employer n'est pas bon. Je reçois une épouse. Et je me donne à mon épouse. Je me donne à mes enfants comme père de famille. Il est de vos générations d'être des soldats d'espérance et d'amour. Parce que le monde crève, on n'a plus d'espoir. Écoutez ce qui nous entoure. Et on voit parfaitement que toutes ces belles idéologies, soi-disant pour l'épanouissement d'une société, nous amènent dans un gouffre et un désespoir permanent. Et une lassitude. Donc nous sommes dans une impasse. Et quand nous sommes en train de parler d'amour, on n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas d'en faire. Et on est déjà des vieux lassés d'un amour désabusé. Et on crève d'un manque d'amour. Pourquoi? Parce qu'on ne se sait pas, on ne se lance pas dans la véritable rencontre. Se faire bousculer par des gens qui sont complètement différents de nous, mais ils nous bousculent parce que d'abord ce sont des personnes humaines. Non pas parce qu'ils sont porteurs d'un message, parce que ce sont des personnes humaines. Il n'y a aucun totalitarisme dans mon discours. Il n'y a que seulement une supplication. Recevons-nous comme nous sommes, découvrons-nous, aimons-nous tels que nous sommes et aimons l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est la clé de la reconnaissance de la personne humaine. Alors, humblement, je vais vous raconter un peu mon aventure. D'abord, après l'eau vive, on m'a demandé pendant 3 semaines d'aller à un temps de vacances avec l'Arche. Et j'étais donc dans les années 90. Alors c'était génial parce que c'était l'Arche de la Margelle qui était un lieu, un foyer qui était sur Nantes. Et l'idée c'était d'échanger donc ceux qui étaient au foyer de Genève, de partir sur Nantes en Bretagne. Nous ne rentrerons pas dans le débat. Et donc Nantes partait à Genève, près du lac Clément. Bon, super, c'était génial. Donc on y va, et moi, on me dit, Albéric, voilà, donc tu vas accompagner pendant 3 semaines des personnes handicapées, et donc je me vois encore dire à mes parents au moment où je pars, ça va être dur, je vais m'occuper d'handicapés. Quand je suis revenu, j'ai dit, j'ai rencontré des personnes handicapées. Il y a eu le déclic total au moment de la rencontre. Notre société est en train de se priver d'un nombre hallucinant de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est d'aimer et d'être aimés pour nous révéler qui nous sommes. Et donc, ces personnes handicapées, j'en avais 2. J'avais Bernard, qui avait 50 ans, et qui avait une peluche, c'était un canard, et qui tenait comme ça son canard, il était autiste. Et il marchait en faisant là, avec le canard, qui était comme ça. Et il y avait Henri, qui était un autre, qui avait 38 ans, et qui, lui, par contre, aimait bien faire ses crayons de couleur et tout, l'après-midi, etc. Et moi, j'avais 22 ans, 23 ans, quoi. J'arrive, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je m'occupe d'eux, je vais les laver, je vais les essuyer au moment des cabinets, etc. Et c'était pas du tout autonome. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais je l'ai fait. Et c'était naturel, ça se passait très bien. Et avec délicatesse, avec les gestes d'amour qu'il faut. Et il y avait un infini respect, ça s'est fait naturellement. Et après, vous voyez, j'en revenais pas. Je me disais, ça s'est fait, mais je ne sais pas comment. Je sais plus. Yeah. Et il y a eu 2 anecdotes qui m'ont profondément marqué. La première, c'est que à l'Arche, le moment le plus important de la journée, ce sont les repas.
C'est une bonne affaire parce que moi j'aime bien manger. Alors donc, on était tous à table et on pouvait rester pendant des heures à table. Et donc là, il y avait Émilie qui était un peu notre chef, qui avait l'expérience d'accompagner donc toutes ces personnes en vacances. Et puis elle me dit bon, écoute, tu vas dire à Bernard de mettre le couvert parce que c'est à son tour. Alors j'avais Bernard qui était dans une occupation qui est la sienne, dans sa vie, dans son contexte, et qu'il aime bien. Il était là, tranquillement assis sur son fauteuil, et il tapotait les petites pattes de son canard, il jouait avec son canard, il était concentré sur son canard. Et moi j'arrive, je lui dis, il est concentré sur son canard. Il me dit, non, tu lui dis, tu enlèves le canard et tu lui dis, va mettre le couvert. Bon, alors j'arrive, 22, 23 ans, ouais, petite autorité, bon. Je prends le canard, je dis Bernard, il faut mettre le couvert, s'il te plaît. Le canard, je lui dis, c'est ça, je vais me faire décider. Et Bernard se lève, il passe devant moi, il me regarde, et il regarde le canard, et il va mettre le couvert. Il revient, et j'entends, s'il te plaît. Alors je lui donne le canard. Et je lui dis, merci Bernard. Je me suis dit, mais il est d'une excellente composition, Bernard. Il a 50 berges, moi j'ai 22 ans, j'arrive, je mets le couvert. Et moi j'aurais fait par exemple du courrier. J'étais là, le mec de 22, maintenant j'ai 53, le mec de 22 qui arrive, qui prend mon stylo, qui dit, tu mets le couvert. Mais c'est irrecevable. C'est irrecevable. Lui, il le fait. Oui, mais parce qu'il est handicapé? Non, c'est une personne. Son caractère s'est forgé. Il a accepté quelque chose que moi, je n'accepte pas, ses limites. Et il comprend que il a besoin de choses un peu fermes par rapport à ses propres limites. En fait, il est plein d'enseignements. Non, mais tu le crois vraiment? Mais complètement. Et je l'ai su le dernier jour du séjour. Bernard se lève, on était tous à table, et Émilie commence à sourire, et me dit, ah, Albéric, il faut que tu te prépares à quelque chose. Il va t'exprimer quelque chose. Autiste, là. Alors Bernard, il tourne autour de la table, comme ça. Et puis Émilie me dit, reste cool, reste cool. Alors là, il n'y a rien de pire non plus. Je dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas voir, ça va très bien se passer. Reste cool. Et Bernard, et il fait plusieurs fois le tour comme ça. Et puis, Émilie dit, on parle, on discute, il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, il arrive et hop, il me prend comme ça. Non, t'en fais pas. Il me prend, et alors, il prend ma tête et il veut le contact avec sa tempe. Donc, bien évidemment, avec la délicatesse d'un autiste. D'accord? Alors, je suis comme ça, sur la chaise, complètement de travers, il est là, et il fait... Et il s'en va. Ça a été le plus beau merci de ma vie. Il y avait une puissance, il sortait tout de son autisme. Il voulait exprimer quelque chose de fort, et ça ne pouvait être que violent pour lui. C'était une torture. Mais il voulait poser cet acte. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Parce qu'il aboutit à ce qu'il est par la relation avec l'autre. Et pas seulement par le fait que je dise « Ah, Bernard, t'existes, wow, t'es génial avec ton canard ». Non, c'est plus ça du tout. C'est pas le selfie avec son canard. Il donne ce qu'il peut donner, mais la totalité, parce qu'il ne peut qu'exister en se donnant. Et lui, il a tout compris, parce que il a tellement peu de choses dans sa vie, dans les critères de la société, mais il a le principal, l'amour à donner. Je suis parti 3 semaines crevé avec ça dans ma vie. Je me suis dit, je ne peux plus regarder la personne humaine qu'en la regardant et en la découvrant. C'est quelque chose, la rencontre avec la personne humaine, il faut la désirer. Il faut désirer. Est-ce que, Seigneur, j'ai pigé que les êtres humains sont des merveilles autour de moi? Est-ce que j'ai pigé que moi aussi je suis humain? Est-ce que j'ai pigé ça? Alors, ce que saint Thomas d'Aquin dit, c'est la conversion de l'entendement.
C'est-à-dire qu'après, on est là devant, waouh, c'est beau tous ces gens. Et tout. Bon, on l'a un peu éliminé, c'est comme la conversion un peu cœur, mais ça amène à la contemplation. C'est-à-dire qu'il y a une humilité intellectuelle, une humilité relationnelle, parce que nous ne sommes plus le maître de notre vie et de la vie des autres. Nous ne sommes que seulement des réceptacles, des conscients. Et ça, on le maîtrise. On maîtrise cette prise de conscience. Alors, chaque être est prodigieux. C'est pour ça que, en tant que directeur d'école, quand j'accueillais mes jeunes, ça ne m'intéressait absolument pas de savoir s'ils savaient qu'il n'était pas bon, etc. Ce qui faisait que j'allais poser mon regard d'amour sur ce jeune, c'est parce qu'il est. Il existe. Et c'est déjà le plus beau des cadets. C'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Du coup, vous ne partez pas à partir d'une idéologie ou d'un principe sociologique ou relationnel. Vous partez de quelque chose de factuel. La personne est là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et sa beauté dépend du fait qu'elle soit là. C'est déjà immense. Et ce n'est que ça. Et cela est la source de mon amour pour cette personne, de mon respect, de ma patience, du moment où peut-être il ne faut pas que je sois avec cette personne parce qu'elle est énervée ou je ne sais pas quoi, et que ça ne peut pas coller finalement, mais au moins, c'est un infini respect. Il y avait une personne comme ça qui était en train de me dire « Ouais, s'il y a telle personne qui nous dit des choses et qui pense du mal de nous, qu'est-ce qu'on en pense ?» Je trouve ça très intéressant. Voilà. Il pense du mal de nous, qu'est-ce qu'on doit réagir? Réjouissez-vous, car cette personne a une faculté de penser. C'est grand. Elle l'a mal utilisé, mais c'est grand. C'est bien. Et alors, l'autre se marre en disant, bon, il est gentil, Émeric, mais... Après, il faut que les choses se mettent en ordre et se dire, quelle est ma stratégie? Ma stratégie, c'est d'éveiller la personne. Alors, j'ai travaillé, je ne sais pas si vous connaissez, à la Fondation d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil, surtout dans des écoles prioritaires. Et moi, j'étais le châtelain fauché au fond des bois dans la campagne. D'accord? Et je me suis retrouvé à Paris en contact avec que des gars de la banlieue. Et des gars qui crament des bagnoles. Enfin, il faut aller les chercher en garde à vue pour les avoir à l'école et en classe. Bien. Et je me souviendrai toute ma vie de mon premier contact. Vous savez, ce qu'on dit toujours à des professeurs ou des éducateurs, c'est de dire attention, vous allez avoir le premier contact. Il vous révèle beaucoup de choses de ce que vous êtes capable de faire. Et donc, j'arrive dans la salle et c'était les 3 DP6. Alors, c'est des gars qui étaient en 3e, mais en fait, ils avaient l'âge d'être en terminale. Et ils étaient très hauts, ils étaient très baraqués, mais pas gros. En fait, ils étaient musclés. Moi, j'ai la tablette de chocolat à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, bon, voilà, c'est des colosses, quoi. Et moi, j'arrive et on me demande de faire de la philo. En 3e. C'est magnifique, quoi. C'est du suicide. Alors donc, j'étais donc mais tout était sauvé parce que j'étais au 40 rue de la Fontaine. C'était l'école de la Fondation d'Auteuil, le lieu de l'école originelle, donc il n'y avait pas de problème, tout se passait très très bien. Il ne faut pas t'en faire, et puis tu as le Seigneur avec toi. En tout cas, la porte sera ouverte si je suis mort. Ça, c'est clair. Et alors, donc j'arrive, et puis, donc je commence. Et je dis, bon alors voilà, bonjour à tous. Et alors, il y a un gros silence, les mecs me regardent. Je me suis dit, je ne vais pas sortir vivant. C'est horrible. Et alors, je commençais en plus à avoir un petit sourire. Bon, et tout d'un coup, donc ça faisait 1 ou 2 minutes que je parlais, tout d'un coup je vois un machin qui arrive vers moi, c'est une chaise, et qui contre le tableau. Alors là on est à la tête,
On n'est pas du tout dans la boule de, vous savez, la bombe d'eau que vous avez lancée pour le professeur d'espagnol ou de biologie, là où vous vous embêtez quoi, en cours, quand vous étiez au collège ou au lycée. Là, c'est autre chose, c'est une chaise. Donc, bon, mon ange gardien était là, mais ce qu'il m'a dit, dégage. J'ai laissé la chaise passer. Et j'ai dit, bon, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, à ce moment-là, il y a eu un grand silence. Après avoir un gros éclat de rire bien gras, il y a eu un grand silence quand j'ai dit, j'ai compris. Bon, bah, puisque c'est comme ça, vous allez en perme, et moi, je vais vous revoir, mais seulement dans un mois. Ouais, c'est ça, bouffon et tout. Et puis, bon, il commence à m'expliquer que je me fais bonne... Et puis, vous savez, les phrases sont percutantes, hein. C'est, ouais, tu te donnes bonne conscience à venir nous voir et tout pour faire la belle parole, mais finalement, t'es même pas capable de tenir 2 minutes. Puis je suis son prof quand même. Et ça, c'est une réalité qu'on oublie complètement, qu'on zappe. Et j'ai dit, non, vous n'avez pas compris. Je vois qui vous êtes. Maintenant, moi, je suis déterminé à vous enseigner ce que vous avez besoin de connaître. Et donc, vous allez aller en perme. Je vais régulièrement vous rencontrer en cours de récréation pour vous poser quelques questions et je vais travailler mes cours différemment. Là, ils sont un peu surpris. Non, mais maintenant, on va être sage et tout. J'ai dit, non. Vous êtes incapable de tenir tranquille entre 4 murs. Donc, de toute façon, voilà, vous êtes un prototype d'élève, vous ne pouvez pas rester là-dedans, donc on fera ça dehors. J'ai organisé une escadrille de profs, de surveillants, etc. On s'est mis en équipe. Du coup, j'ai bloqué 3-4 heures de cours que je prenais à d'autres, et puis on s'échangeait les heures de façon à me bloquer. Et toutes les 3 semaines, pas tous les mois, mais toutes les 3 semaines, comme ça j'ai réussi à avoir plus de cours, je faisais 3 à 4 heures de séance avec eux. Je devais leur enseigner la complémentarité entre le corps, l'esprit et le cœur. Donc je vais leur parler des zones de l'être, de saint Thomas d'Aquin, etc. J'ai reçu une chaise. Donc je me suis dit, très bien, mais moi je suis breton, je suis décidé à leur enseigner ça, ils vont l'avoir, coûte que coûte. Donc, je les amène à la Tour Eiffel. Et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai payé le billet, ouais, super et tout, ils vont vers les ascenseurs. Vous n'allez pas aux ascenseurs, vous allez monter. Et vous allez être poli avec les gens que vous rencontrerez, et vous allez monter le plus vite possible, de façon à me faire la surprise d'être avant moi au 2e étage, alors que moi, je prendrais l'ascenseur. Et alors, finalement, j'ai pas pris l'ascenseur, j'ai pris l'escalier parce que je voulais aller entendre. Ils montaient 4 à 4. Ouais, pardon, madame, mais pardon, et tout. Et puis ils passent et tout. 1er étage. Moi, j'arrive. Comme la tortue, vous savez, on prend son temps, mais on grimpe. Voilà. Et j'arrive et je dis, il faut monter au 2e. C'est au 2e que l'on va découvrir ce qui est à découvrir. Donc ils remontent 4 à 4 et tout. Il y en a certains qui disent, ouais, moi je vais faire comme... excusez-moi, il m'appelait Mickey. Mais j'aurais dit, je veux bien que vous m'appelez Mickey, mais vous me voyez. Alors, il me vous voyait, et donc les passants et tout entendaient, Mickey, nous montons jusque-là, donc vous m'attendez. Oui, Mickey. Et donc, ils montaient jusqu'au 2e étage, et arrivé en haut, je les vois complètement essoufflés. J'ai dit, vous voyez, je voulais vous dire, dans mon premier cours, que vous avez un corps. Vous le sentez bien, là, votre corps. Hein, vous le sentez aussi, d'accord? Alors, ils se disent, ouais, bien. Alors, vous avez un cerveau. Si. Vous avez un cerveau. Vous l'utilisez très mal actuellement, mais vous l'avez. Si. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert un cerveau qui est bien utilisé. Et là, on allait au musée de Eiffel. Et le petit musée qui explique l'ingéniosité. Bon, on a tenu à peu près un petit quart d'heure, une demi-heure, il n'y aurait plus de musée. Donc, on est ressorti après, mais ils ont quand même pigé beaucoup de choses. Et puis, après, je leur dis, écoutez, maintenant, c'est le cœur. Et le cœur, c'est lui le moteur, c'est lui le disque dur, c'est lui qui est l'intime de votre intime, c'est lui qui est habité. Alors, et j'avais des musulmans, j'avais de tout. Hein. Donc, je parlais de l'accessibilité de Dieu et tout, et j'aurais dit, là, le cœur, il faut comprendre quelle est cette appartenance. Cette âme, elle est éternelle, elle a cette puissance d'être entre les mains de Dieu, et donc elle ne peut s'épanouir que dans l'harmonie et de se laisser porter, de se laisser guider. Donc, on monte dans l'ascenseur pour monter. On ne monte pas par nous-mêmes.
Il faut se laisser monter. Et il y a une petite bonne sœur que à la Fondation d'Auteuil on parle, c'est Sainte Thérèse, dont on parle, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle disait, ben, c'est l'ascenseur pour monter vers Dieu, il faut prendre l'ascenseur, etc. Donc on est monté. Et quand ils sont sortis, Dieu soit loué, il y avait un beau temps, j'ai dit, qu'est-ce que vous voyez? Oh, on voit la ville et tout, oui, mais loin, loin, très loin, on voit très loin. Voilà, parce que vous avez pris de la hauteur et vous êtes en haut. Et j'ai dit, vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que dans la même tour Eiffel, vous avez fait l'expérience de quelque chose qui est complètement complémentaire et qui fait votre personne. Dans la tour Eiffel, dans cette même tour, vous avez eu l'expérience du corps, de l'intelligence et du cœur. Et donc, votre personne est ce tout. Ce n'est pas la tour Eiffel, c'est votre personne, qui tout d'un coup se révèle et vous avez la complémentarité de votre corps et tout. Donc, la réincarnation, non. La communion entre le cœur, le corps, l'esprit, l'affect, etc., a des portées. Ce que vous faites avec votre intelligence sur votre corps sur votre intelligence, tout ça a des conséquences. Et c'est pour ça que parfois, vous n'êtes pas ordonné, parce qu'en plus, si le cœur n'est pas donné à celui dont vous avez peur, qui est Dieu, mais qui est la vérité, ça ne marche pas, ça ne s'équilibre pas. Oh, il est ouf, Mickey, ton coup. Votre coup. Et alors, quelques mois après, ils montraient qu'ils n'étaient pas capables de... C'est quand même extraordinaire, parce que vous savez, ça va très très vite, hein, c'est magique. Une personne humaine, quand vous la déclenchez vers quelque chose qui est non pas l'impasse, mais le chemin, ils prennent le chemin. Et le chemin est long. Et donc, du coup, ils nous surprennent, et à un moment donné, ils me disent, on a un souci, on a quand même du mal à se reconnaître français, parce qu'on a l'impression de cracher dans l'histoire de nos ancêtres, et dans l'histoire de notre grand-père et de notre famille qui est au bled. Mais quand on est au bled, ils ne nous reconnaissent pas, et ils nous disent qu'on est demi-français. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'aurais dit, eh bien écoutez, il faut que vous compreniez d'où vous venez pour savoir qui vous êtes aujourd'hui. Donc, nous sommes allés au cerf d'Auteuil. Et à 16h, au cerf d'Auteuil, à côté, vous savez, de Roland-Garros, très jolies serres qui ont été construites sous Louis XV, chaque serre est consacrée à un continent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont importé la terre et tous les végétaux. Ce qui veut dire que lorsque l'on arrose à 16h les serres, il y a l'odeur de la terre après la pluie qui est semblable à celle du continent. J'ai réparti tous mes élèves en fonction du continent. Alors, on n'avait pas la Bretagne, mais, donc on s'est contenté de l'Europe, mais voilà. Et donc, j'ai mis tout le monde. Et j'aurais dit, vous attendez. Donc, les serres, à 16h, ont commencé à être arrosées. 16h10, j'aurais demandé qu'une chose, être en silence et penser à leurs grands-parents, à leurs familles qui sont nés et qui ont vécu sur ces terres lointaines pour eux. Ils sont tous rentrés. Ah Ils sont sortis, ils étaient tous en train de pleurer. Des grands gaillards de 1m80 et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réconciliation, il y avait une réparation. Ils trouvaient, par leurs sens qui sont faits pour cela, qui ont été créés pour cela, une connexion. Par l'odeur, ils sont repartis en disant « Je connais l'odeur de la terre mouillée qu'a connue mon grand-père, qu'a connu mon père, qu'a connu mon arrière-grand-père. » Et à partir de ce moment-là, il faut aller plus loin après, leur dire « Maintenant, vous allez seulement tous dans la serre européenne et vous ne comparez pas. Vous recevez avec autant de disponibilité de cœur ce que va vous informer ce qu'est votre terre à vous aujourd'hui. Et ça ne vous donnera pas d'oublier le reste, mais ça me donnera de comprendre votre identité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces jeunes? Ça ne m'appartient pas. Mais ce que j'ai vu durant ces 2 ans avec eux, j'ai vu des personnes humaines s'éveiller. Des personnes humaines qui jetaient une chaise contre un maître et qui m'ont embrassé, qui m'ont... Où on s'est quitté. Non pas parce que je suis
un bon prof, mais parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient des belles personnes. Et ils me le devaient. Le monde attend de nous que nous allions au-delà de notre petit monde à nous. Il attend que nous soyons porteurs de la beauté qu'ils sont. Vous voyez? Et c'est pas fini. Ça va? C'est pas fini. Il m'est arrivé quelque chose, c'est que les IRH, qui est un centre de chasseurs un peu de tête, a repéré que j'étais dans le quartier de La Fontaine. Et de l'autre côté de la Seine, il y a une école d'enfants handicapés, mais lourdement handicapés, qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieu, rue Lecourt. Et ils m'ont demandé de devenir le directeur de cette école. À mon grand étonnement, j'ai été sélectionné, j'ai été pris. Bon, je ne suis resté qu'1 an, parce qu'après, je suis parti sur d'autres visions, car de toute manière, je n'avais pas les diplômes précis pour pouvoir continuer cette fonction. Et j'étais là que seulement pour donner à une équipe qui travaillait ensemble depuis plus de 30 ans et qui ne s'entendait plus, de se réconcilier, de retrouver un peu une harmonie, et surtout le challenge de faire sortir de cette équipe au moins un directeur ou 2 directeurs, l'un pour le primaire, l'autre pour le collège. Et je l'ai fait avec des haribots. On faisait des réunions pédagogiques et j'ai dit, écoutez, voilà, de façon à ce qu'on décompresse un peu, tout le monde aime les haribots, tout le monde a dit oui. Donc j'ai dit, voilà la règle de manger un haribot. Donc on prenait un haribot de chaque couleur, de chaque forme, etc. Et on l'alignait devant nous. Et tant que les gens n'avaient pas mangé tous les haribots, la réunion continue. Donc il y en avait certains qui voulaient que la réunion soit terminée, ils mangeaient les haribots très vite, mais tant pis pour eux, ils attendaient. Et on est parti de ça, puis bon, voilà, bon, ça c'était tout mignon. Et puis, nous avons eu une visite assez surprenante qui nous a dit à l'époque, Albéric, nous allons être obligés de passer à un statut qui fait qu'on va être une unité d'enseignement et puis un établissement spécialisé. Et je dis pourquoi une unité d'enseignement? Parce qu'il y a dans le langage la verticalisation, c'est quelqu'un de très paralysé, doit être de temps en temps redressé pour qu'il y ait la circulation du sang, etc. Donc ça interrompt le cours, etc. Puis 30-40 ans, les professeurs, même s'ils avaient du mal à accepter, bah, ils l'acceptaient, et puis on essayait d'avancer. Et effectivement, les élèves passaient, par exemple, à l'âge de 21 ans ou 22 ans, leur brevet des collèges, mais au moins ils passaient. Et après, ils pouvaient continuer. Bon. On avait aussi quelque chose qui était très, très éprouvant. Des enterrements d'enfants, d'élèves, pendant l'année de l'école. Il y avait la chapelle dans l'école et on assistait au décès d'un de nos élèves. Moi, à l'époque où j'ai été, on a enterré 2 élèves. Et ces élèves-là avaient ce que les adultes avaient du mal à vivre, c'est une banane incroyable. Ils étaient d'une force et d'un courage extraordinaire. Et à un moment donné, quand vous parlez de la personne humaine, très vite, et c'est fou, hein, mais on va nous demander de prouver qu'un être humain est une personne. Ça y est, on remet le couvert. Et donc, moi, en temps, sur du terrain concret, je l'ai vécu. On m'a dit, donc, si c'est une unité d'enseignement, c'est plus une école, c'est plus les élèves. Mais c'est pas grave, ils auront quelques cours et tout, mais c'est pas important dans leur vie d'être un élève. Pardon? Un être humain sous la République française, je crois que si j'ai bien compris, c'est une personne humaine et un citoyen, et tout citoyen a le droit à l'enseignement. Mais pas la personne handicapée, alors. C'est fini, ça. Elle n'a plus le droit. Elle n'a plus le droit d'être un élève. Mais elle aura l'enseignement. Non, mais moi, je veux qu'elle soit dans la liste des élèves de l'éducation nationale. Parce que c'est une personne. Ah, écoute, c'est compliqué, bah prouve-nous que c'est une personne. Que c'est un élève. Le lendemain matin, je reçois un banquier qui me parle d'assurances qui sont proposées pour les professeurs. Et je découvre qu'en fait, sa banque a une fondation qui s'occupe des personnes handicapées. Et qui est en lien avec le Lions Club d'ailleurs. Et à ce moment-là, je dis, tiens, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez nous faire un chèque parce que j'ai peut-être un projet?
Et il me dit, bah oui, très bien, on peut vous faire un chèque de 5 000. Alors je regarde avec la secrétaire et le prof, et on découvre qu'en fait, en achetant 2 tableaux numériques et payant 3 formations pour 3 professeurs, nous pourrions nous retrouver avec un matériel numérique. Il faut savoir que les classes étaient composées de la manière suivante. Nous avions des ordinateurs plaqués contre le mur, comme ça. Nous avions tous les fauteuils qui arrivaient. Et puis on avait le professeur qui passait d'élève en élève. Mais il n'y avait pas cette impression de classe. Et je me suis dit, nous sommes des êtres incarnés. Si je veux prouver que ce sont des élèves, il faut que de manière incarnée, nous puissions montrer. Alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que nous avons réussi à former les professeurs au tableau numérique. Il y avait notamment Mohamed qui était comme ça, complètement coincé, et qui avait une gommette ici, qui était connectée avec la webcam. La webcam redonnait sur un clavier numérique, et avec les logiciels, il y avait une présélection et une composition de mots, rien que par une simple syllabe. Et là, à ce moment-là, très rapidement, le jeune pouvait écrire un texte très rapidement, rien qu'en bougeant un tout petit peu sa tête, sur 2 ou 3 touches. Extraordinaire. Quelle époque incroyable. C'est génial. Et donc, du coup, complètement au service de cette personne. Et donc, du coup, eh bien, on a mis toutes les tables, comme une classe, le tableau numérique, et on a amené les personnes qui nous demandaient la preuve. Et le professeur commence son cours et dit tout d'un coup à Mohamed, « Bien, Mohamed, tu as fait ton travail ?»« D'accord, ok. Alors, Mohamed, tu viens au tableau. » Et tout d'un coup, on voit l'écran de l'ordinateur de Mohamed arriver sur le tableau numérique et il montre son travail. Puis, participation des autres élèves et 2 ou 3 écrans apparaissent sur le grand écran général du professeur. Et là, la personne a dit, ce sont des élèves. Mais c'est dramatique en même temps. C'est dramatique. On a été obligé de prouver que c'était une personne humaine. Dans une société qui pourtant ne cesse de nous dire attention au racisme, attention à ça, attention, prenez soin. Il a fallu prouver. Nous sommes en 2012, ouais c'est ça, 2011 ou 2012. Cette école a gagné le fait de se maintenir comme école spécialisée. Voilà. Parce que nous avons prouvé que nos élèves étaient des élèves. Avant d'être des personnes handicapées. Je vais quitter Saint-Jean-de-Dieu et je vais arriver dans une aventure incroyable. On va me demander de créer une école pilote, première école à Montfermeil, qui sera la première école de la Fondation d'Espérance Banlieue. Et avec une équipe de 3-4 jeunes, je vais donc me lancer avec des jeunes profs. Nous allons nous lancer dans la pédagogie d'Espérance Banlieue. C'était une très belle aventure, un grand honneur d'avoir servi Espérance Banlieue pendant 5 ans. Et il m'est arrivé des choses très très chouettes. Alors la première chose, c'est que il fallait, vous voyez, on défend la personne humaine, on l'éveille, mais parfois il faut la guérir, il faut la réconcilier, il faut l'écouter, il faut la comprendre. Et donc il faut prendre du temps. Et le temps est quelque chose d'absolument fondamental dans ce mystère de la rencontre avec la personne. Qu'il est triste de voir des personnes qui ont donné leur vie en apprenant à être infirmières ou aide-soignante, et qui finalement, dans un protocole, dans une culture complètement basse et idiote, finit au bout de 3-4 ans dans l'habitus de finir par se pencher vers une vieille dame ou un vieux monsieur et dire « Alors, il a bien pris son médicament ?» Pourquoi? Pourquoi? Il y a eu un texte comme ça qui a circulé sur les réseaux sociaux
Je l'ai pu, là, derrière ce texte, où c'est une lettre d'un vieux monsieur retrouvé sur le lit de sa maison de retraite. Le monsieur qui faisait pas toujours, qui n'allait pas toujours aux toilettes et qui se laissait aller dans son lit. Voilà ce qu'il a été. Et il raconte toute sa vie. C'était une personne qui avait fait des choses incroyables et surtout qui avait marqué, quoi. Et les gens ont tellement été bouleversés de se dire, mais on s'est permis de lui parler comme ça. Il se faisait gronder comme un enfant qui s'était laissé aller, quoi. Comment se fait-il que des professeurs qui veulent donner toute leur vie à l'enseignement, à transmettre, finissent par un moment donné se lasser et venir comme si c'était leur gagne-pain, mais point barre, et qui ne se soucient pas parce qu'ils ont un effectif de 10, de 20, de 30, de 40 élèves dans une classe qui sont noyés, qui appliquent les copies, etc., et que de toute façon maintenant ils se sont résignés, ils ne se sont pas révoltés. Et ils sont là face à des élèves, et puis il y a un copier-coller pour les appréciations, il y a un conseil de classe, on finit par dire, bon allez celui-là, puisque je suis dans le privé, allez celui-là, on s'en débarrasse. C'est pas possible. Alors qu'en fait, notre mission, c'est pas de s'en débarrasser, mais de l'éveiller. C'est comme cette grande question fondamentale qui est heureusement aujourd'hui mise en lumière, qui est le harcèlement. C'est une chose de protéger le harcelé, c'est absolument capital. Qu'est-ce qu'on fait du harceleur? On le change de bahut? Mais non. On le forme pour qu'il ne soit plus harceleur. On s'en occupe. On l'éduque parce qu'il a été mal élevé. Il s'est entraîné à faire de mauvaises actions. Donc maintenant, il faut qu'il s'entraîne à faire de belles actions. Il faut éveiller. Cette personne n'est pas née en sortant du ventre de sa mère en faisant « Tiens, ce serait un criminel, il serait méchant avec tout le monde. » Pas du tout. C'était un petit bébé qui pleurait plein de joie, qui pleurait parce qu'il était un peu surpris d'arriver dans un monde qu'il ne connaît pas et qui attendait qu'une chose, c'est de la tendresse, de l'amour. Donc, il ne faut pas se lasser devant un acte mauvais d'une personne. Il faut s'investir pour la personne qui est en souffrance, pour la personne qui est en souffrance parce qu'elle est dans le mal, ou dans la personne qui est en souffrance parce qu'elle est dans un handicap ou dans une limite, quelque chose qui la limite, physiquement ou psychologiquement. La personne mobilise tout notre intérêt. Il en va de l'épanouissement de notre personne. Il y a une expression terrible, je tombe enceinte. Non, je ne tombe pas enceinte, je m'élève. Enfin, je ne tombe pas, quoi. Je ne tombe pas, c'est pas possible. Vous voyez? Le mariage, ah oui, mais moi, comprenez, je vais être libre. C'est le oui, l'engagement qui te libère, mon coco et ma cocotte. Mais ça, évidemment, c'est plus du tout d'actualité, ça. Parce que plus personne l'expérimente. Voilà. Et donc, il y a eu des choses, et puis il ne faut pas rentrer avec des a priori, il faut attendre. Alors, je vais vous raconter 3 petites histoires. Oui, c'est ça, hein, il reste un quart d'heure. C'est bon. Alors, la première, c'est Mathieu. Mathieu est un garçon qui écoute ce que j'appelais, moi, le soir, à l'école, cours Alexandre Dumas, on avait ce qu'on appelle à la fin de la journée, un peu on revisitait tout ce qui se passait dans la journée, et on montrait ce qui était positif. Voilà. Et on soulignait 2, 3 points à corriger et à éviter pour le jour suivant. Alors. Et puis, donc, je leur explique, ben voilà, ça fait 3 semaines maintenant qu'on a commencé l'école, eh bien, nous allons écrire une lettre, soit à des gens qui vous ont reçu cet été, vous allez leur dire merci, soit à vos parents pour leur dire merci d'être dans cette école. Enfin voilà, vous allez écrire, et cette lettre est une lettre de merci. Donc à qui voulez-vous dire merci, et puis comment le faire. Donc vous allez écrire, on va vous aider à corriger les fautes et tout, ça sera vraiment votre lettre, vous allez la poster, vous allez apprendre à faire une lettre, à bien la commencer, à faire un texte, etc. Et en fait, en même temps, on est sur l'école pour qu'ils apprennent. Il y en a un qui dit « hors de question !» Alors c'était vraiment la rébellion. Au milieu de tout le monde. Tous les élèves sont là, les profs sont exaspérés parce que ce Mathieu est insupportable, c'est l'ado qui commence à gonfler déjà tout le monde au bout de 3 semaines.
Et je dis, Mathieu, vous venez me voir. Et alors, donc, il vient me voir dans mon bureau, et puis il me dit, non, je ne veux pas faire la lettre. Non, je ne veux pas faire la lettre. Et avez-vous fait des lettres? Il se tait. Vous avez donc écrit une lettre. Et vous avez fait une gaffe, vous avez mal écrit cette lettre, vous avez fait quelque chose, vous avez écrit des choses mauvaises? Non, non, justement. Et puis là, ça commence à pleurer. Tant mieux, ça veut dire que le cœur s'ouvre. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est pas du sadisme, il faut accompagner, il faut suivre. Alors je dis, qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu? J'ai écrit ma lettre de Ferrand et maman l'a conservée. Et quand il y a eu la famille qui est venue, elle l'a lu devant tout le monde en se moquant de moi sur mes fautes. Et tout le monde a rigolé, tout le monde a regardé ma lettre et tout le monde s'est foutu de moi. Donc c'est terminé, je n'écrirai plus jamais à qui que ce soit. Wow. Je me suis dit, ah là, c'est du lourd. C'est du lourd. Ok. Alors, vous allez faire l'effort de me dire ce que vous voudriez dire dans cette lettre, même s'il n'y a pas de lettre. Et j'enregistre. Donc, il dit d'accord. Et puis, il dit les choses. Très bien. Je mets mon écouteur. J'écris mot à mot tout ce qu'il a dit. Je dis, vous allez maintenant recopier, revérifier qu'il n'y a pas de faute, et nous enverrons cette lettre. Et moi, je téléphone à votre mère ce soir. Et j'ai téléphoné à sa mère. Je lui ai dit, madame, vous allez recevoir un courrier. Si vous faites ce que vous avez fait déjà une première fois, et vous ne parlez pas à votre fils maintenant, mais si vous refaites, vous perdez définitivement votre enfant. Vous le perdez, mais pas seulement en relation avec vous, mais avec la société. C'est terminé. Vous avez une possibilité de le réparer, et il ne va que de votre capacité de le faire. Moi, j'ai aidé cet enfant à faire sa lettre. C'est sa lettre, ce sont ses mots. Ils doivent être accueillis par une mère, madame. Pas autre chose. Une mère. Alors elle l'a reçu, elle a pleuré, elle est venue me dire merci, etc. Ce n'est pas une totale guérison, mais vous voyez la complexité de la personne humaine. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il faut réveiller aussi les gens qui habitent et qui vivent avec l'autre, qu'ils ont perdu la notion de ce qu'est une personne humaine. On fait parfois mentalement à des personnes ce que l'on ne ferait pas à des animaux. Dans notre société d'aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème. On se met en véritable mobilisation pour que des poulets qui sont à 6000 entassés dans un hangar, et c'est pas inhumain, c'est inanimal, et c'est vrai, qu'ils soient au moins crédibles dans leur publicité quand on dit à plein air. Alors on ouvre le toit, ou soit on ouvre carrément les portes, et puis les petits poulets, ils se promènent. Mais ils ne sont pas tous entassés en train de s'étouffer les uns les autres. Et là, on a fait toute une campagne à l'Assemblée nationale qui a bougé. Mais on a toujours des bahuts de 2600 élèves. Et on n'a plus d'école au bout de chaque quartier de nos villes. On n'a pratiquement plus d'école dans nos villages. Alors qu'il est évident que pour réveiller une personne humaine, il faut connaître son nom, son histoire. C'est qui peut être la relation entre une mère et son fils. Et apporter ce soin de l'éveiller. On ne peut pas éveiller et éduquer un enfant si nous sommes dans des conditions inhumaines. Ça ne peut pas se faire. Et des gens peuvent être harcelés sans qu'on s'en rende compte, tout simplement, objectivement. Surtout quand on vient que seulement 1 heure ou 2 heures dans cette classe pendant la semaine. Et qu'on en a plein d'autres. Et qu'on nous demande de dire l'étape scolaire d'un trimestre en 1 minute ou 2. Et que quand ça va bien, on ne se dit même pas pourquoi ça va bien. Ah, elle est super, elle est géniale. Allez, on passe. C'est bon, oui, là, il n'y a rien à dire, elle est super. Ah, il n'y a rien à dire. Elle est super, il n'y a rien à dire. Et par contre, on va passer 15 minutes sur quelqu'un qui ne va pas bien.
en disant « il est insupportable, et c'est odieux, et comment on pourrait faire? Il n'entend rien, et on ne pourra rien faire. » Et il n'y a pas de solution à la fin. Il n'y a pas de remise en question. Et vous voyez bien que la personne humaine a besoin de se révéler à un endroit qui, aujourd'hui, est terriblement malmené. C'est l'éducation. C'est l'école. Si un peuple est constitué de personnes blessées, ce n'est plus un peuple, c'est une masse qui répond de manière affective, sans intelligence et sans raisonnement. Mais si un peuple est constitué d'individus qui est formé, aimé, accompagné, éveillé, réveillé, restauré, ce n'est plus un peuple qui est maniable. C'est un peuple qui dit, c'est nous qui voulons ça dans notre pays. Et nous nous impliquerons. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être quand même un tout petit peu ce qui a été dit dans la 5e Constitution. C'est bien de dire qu'on est pour la démocratie et la République, mais il faudrait un jour la pratiquer, quoi. Il faudrait que ça existe. Parce que là, pour l'instant, ça ne marche plus dans les idées. Et il y a quelque chose de très fort, vous voyez, dans des quartiers comme les quartiers difficiles que j'ai connus, nous avions une jeune fille qui a été l'objet de tournantes. Les tournantes, elle est dans une cave, elle est là parce qu'elle a peur de ne pas être aimée, et comme garantie d'être protégée, elle va être violée par 5-6 mecs qui sont soi-disant ses meilleurs amis. Et ils passent chacun à leur tour. Et cette fille, à la fin, au lieu d'avoir le résultat de ce qu'elle attendait, elle va bien entendu avoir la réputation de la traînée et de la pute. Donc elle est violée, elle est humiliée, elle est en danger. Et moi, j'ai une fille comme ça qui est arrivée chez nous. Et tout doucement, comme un être tout flétri, comme un être tout abîmé, nous avons vu le miracle de l'amour qui ne surgissait que d'une chose, d'un cœur de croyant. Nous ne pouvions que nous enraciner sur l'amour de Dieu pour prendre soin de cette jeune fille. Et à un moment donné, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, nous avions une école qui était incroyable parce que dès qu'il y avait quelque chose de cassé ou de volé, la personne se dénonçait et réparait. Et il n'y a eu qu'une fois où il y a un téléphone portable qui a été volé. Alors, oui, il y a 2 ans, pendant 2 ans, donc elle était là, et un jour, on retrouve le parking de vélo complètement saccagé. Donc, je rassemble tout le monde, un peu à la scout, vous savez, dans la cour. Et j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai besoin que la personne qui est responsable de ça, ou les personnes, fassent le premier pas pour qu'on les aide à réparer. Et qu'on les aide à dire non à cet acte-là. C'est pas eux, ça. Ils ne sont pas des massacreurs, mais ils ont massacré. Et tout d'un coup, on voit la fille qui fait son premier pas. Tout le monde dit « Oh, c'est elle !» On se calme. Et elle dit « Vraiment, je vous demande pardon, et je vais réparer. » Alors on l'amène et on la félicite dans notre bureau avec mon sous-directeur. On la félicite pour cet acte de courage qu'elle a eu. Parce que quand même, c'était à chaud, hein, ça faisait une demi-heure ou 3/4 d'heure que ça s'était fait. Et la jeune fille nous regarde et elle me dit « Je ne reviens pas d'avoir été pardonnée par tous mes camarades et par vous. Il y a quelque chose d'incroyable ici. » J'ai dit « Non, il y a quelqu'un d'incroyable qui habite cette école, ça c'est clair. Et il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Mais en effet, il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais vous ne me pardonnerez pas le reste. » Et cette jeune fille a réussi à nous annoncer qu'1 an avant, elle avait volé le portable, qu'elle avait vendu pour se venger contre une copine qui était la propriétaire du portable. Et on lui a dit, mais c'est pas bien, c'est grave, mais c'est génial de l'avoir dit, même 1 an après. Parce que c'est ce que l'on appelle libérer sa conscience, et maintenant tu peux réparer, vous pouvez réparer, vous allez réparer. Et donc elle a fait le ménage plusieurs fois dans l'école.
on la payait symboliquement dans une cagnotte. Et quand elle a eu suffisamment d'argent pour acheter le portable, elle l'a acheté et elle l'a donné à sa copine à qui elle avait vendu. Aujourd'hui, elle a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a 2 petits-enfants. Et elle est assistante sociale. Et je peux vous dire que c'était un numéro. Donc elle a une sacrée expérience. Quand même magnifique. C'est incroyable. Alexandre est un garçon qui arrive, il a 14 ans, 15 ans. Il a un niveau scolaire de CM1. Et Milly, elle s'appelle comme ça, Milly est une petite fille de CP, mais on a envie de la faire sauter son CP parce qu'elle sait déjà lire et tout, donc on pense qu'en CE1, elle serait mieux. Mais il y a un problème, c'est que quand elle lit, elle ne comprend pas ce qu'elle lit, mais elle lit super bien. Et Alexandre, lui, il n'arrive pas à lire. Il pourrait éventuellement comprendre, mais il n'arrive pas à lire. Et donc, Niels, mon professeur, dit en classe, bon, je voudrais bien que vous me lisiez ce paragraphe en histoire. Bon, Alexandre, vous le faites. Non, je ne veux pas. Alexandre, je ne vous demande pas de savoir ce que vous voulez ou pas, je vous demande de le lire. Prenez votre temps, mais lisez. Et Niels ne savait pas qu'il avait une difficulté à lire. Il prend le livre et il le jette sur le professeur. Ah, donc là, il y a un problème. On discute avec lui. Il y a encore un mois de ça, sa grand-mère essayait de lui apprendre à lire avec le petit ours brun. Et il dit, moi, ça fait 11 ans que je lis le petit ours brun. J'en ai marre. Je ne veux plus rien lire. C'est fini, je suis un abruti. Alors, on s'est dit, bien, on a une personne humaine là, qui n'arrive pas à lire et l'autre qui arrive très bien à lire mais qui ne comprend rien. On va les mettre ensemble parce qu'il ne supporte plus l'adulte, Alexandre. Donc on ne peut pas lui apprendre à lire, c'est pas possible. Bien. Donc je lui ai dit, bah, écoutez, voilà Alexandre, j'ai trouvé une combine. Ah, lui, il se méfiait de moi. Il me connaissait bien. Il me dit, quel était le truc tordu que vous avez trouvé? J'ai dit, bah, Milly va lire le texte. Vous allez corriger un petit peu sa lecture, mais non, c'est vous allez lire le texte. Milly, qui a un culot monstre, le corrigeait. Et à un moment donné, vous fermez le livre et vous regardez Milly et vous lui dites, bon, alors maintenant, tu me racontes ce que tu as compris de ce que je viens de dire. Et donc, les deux se sont aidés. On écoutait à la porte de temps en temps. Ils s'engueulaient. C'était extraordinaire. C'était une petite fille de 7 ans et l'autre de 14 ans, 15 ans. Ça s'engueulait. Et alors, c'était souvent elle qui menaçait de partir. De toute façon, moi, je vais partir et puis c'est terminé. Comme ça que tu ne sauras pas lire et c'est bien fait pour toi et tout. Bon, on entendait ce genre de choses. Donc, des grosses menaces. Et au bout de 3 mois, alors là, ça a été magnifique. Donc, on a vu que Milly pouvait passer en CE1. Donc, on l'a passé en CE1. Puis, Alexandre, on ne savait pas. Milly nous disait qu'il lisait très bien. Bon. Enfin, elle n'est quand même pas institutrice, quoi. Donc, bon, on voulait bien la croire, mais enfin voilà. Et puis, tout d'un coup, nous avons eu Alexandre qui a levé la main et dit « Moi, je voudrais lire » pendant un cours. Alors, Niels, qui n'est pas du tout sensible, pas du tout. Il commence à avoir des yeux gros, rouges et tout. Il était très ému. Et Alexandre s'est mis à lire. Ce qui est magnifique, c'est que tout le monde a applaudi à la fin des lectures. Mais c'est génial. Aujourd'hui, il est policier. Il est à Montfermeil et il est policier. Il a été motard. Alors, le manque de bol, c'est qu'il a eu un accident de moto. Il était gendarmerie montée. Il n'a pas pu continuer. Il a décroché, d'abord, il a été déterminé. Il est parti en Bretagne. C'est bien. Mais il est parti en Bretagne pour apprendre à fabriquer des bateaux. De Montfermeil, il faut quand même y penser. Hein. Et donc après, il est revenu, il a eu du coup son bac. Et de son bac, il s'est dit, bon allez, je rentre dans une école de police. Et puis, non, il n'était pas chez les gendarmes, il était chez les policiers. Et donc là maintenant, il est policier. Voilà. C'est impressionnant. C'est émouvant. Et vous voyez, c'est de prendre le soin de la personne humaine. Il faut la réconcilier avec elle-même et avec les gens. Et voir qu'il n'y a pas d'impasse. Quand on discute avec les gens et qu'on discute avec les personnes, on a l'impression très vite qu'ils se donnent des impasses. Non mais c'est fini.
c'est foutu. Ah non, non, si c'est foutu, c'est qu'il y a encore... C'est pas qu'il y a encore de l'espoir, mais c'est on fait une marche arrière. On était dans une impasse, on fait une marche arrière et on va sur la bonne voie. On était sur une impasse. Ce n'est pas d'optimisme, mais c'est gagnant à chaque fois. Il n'y a pas plus. Il y avait comme ça un garçon qui a été chopé à la fondation. Je ne pourrais pas vous raconter d'autres histoires, mais je vais vous raconter la dernière. Dans toutes les écoles, il y a de la drogue. Les écoles efficaces, ce n'est pas celle qui dit qu'il n'y a pas de drogue. C'est qu'ils sont nuls, ils n'ont pas vu où étaient les drogues. Les écoles efficaces, ce sont celles qui déterminent où se trouve la drogue et savent qui l'a. Et donc, moi, je ne suis pas forcément très très bon en commissaire, donc je me suis dit, moi j'ai un ange gardien très efficace, on me met à l'endroit où il ne faut pas. En tout cas, où je ne suis pas désiré. Et j'entends ce qu'il ne faut pas entendre. Et donc, je me retrouve dans cette école, c'était donc à nouveau la Fondation d'Auteuil, j'étais directeur de cette école, et je me retrouve devant les élèves, et puis je me dis, tiens, il faut que je monte au bureau du directeur général, donc je ne suis pas passé par là, je vais voir s'il n'y a pas un peu de jardinage à faire, au cas où il y aurait une punition ou un truc comme ça à faire. Je vais aller voir, et donc je passe, et là, boum, je suis en plein trafic, c'est l'heure du marché. Et là, je vois le gars qui a un toupet monstre, quoi. Il a la drogue dans les mains, il a l'argent, et il me dit, oh, vous avez un ange gardien de ouf. Je dis, vous savez, mon ange gardien, tout le monde va dans mon bureau. Bien. Et alors, il y en a un qui se met en colère, etc., qui n'est pas content d'être là, et tout. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début de l'année. J'ai commencé, j'avais tous ces gaillards qui étaient quand même insupportables, j'ai dit, ma décision est de vous aimer. Et je commence déjà à vous aimer en vérité parce que je vous reçois comme élève. Et je vous reçois comme personne humaine qui m'est confiée. Donc déjà cela, mon amour est posé et enraciné. Et je suis déterminé. Il n'y a pas plus chiant que quelqu'un qui vous aime. Il n'y a pas plus chiant. C'est pas qu'il soit collant. Ça, c'est le consommateur. La personne qui vous aime vous dira non, par amour. Non, ça te détruit. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne te suivrai pas dans cette impasse. Je suis là pour t'accompagner, je ne suis pas là pour être ton complice. Vous voyez? Et donc, cette mission d'amour, elle est exigeante. Nous crevons de ne pas avoir la frustration donnée par l'amour. Tu ne touches pas dans le rayon du magasin, tu ne touches pas. Ça ne t'appartient pas, tu respectes. Tu ne remplis pas le caddie, c'est moi, je suis le père, je suis la mère, toi tu es l'enfant. Et en tant qu'adulte, par rapport à l'enfant, j'ai une expérience. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Ok. Ça fait combien de temps que tu as 13 ans? 4 mois? Ok. Moi, j'ai l'expérience de 1 an, 13 ans. 1 an, 14 ans. 1 an, 15 ans. 1 an, 20 ans. 1 an, 30 ans. 1 an, 40 ans. Donc, pour cette raison, même si on n'a pas vécu forcément à la même époque, j'ai quand même pas grandi au milieu des chevaliers ou du train à vapeur, d'accord? Donc, il faut quand même pas trop pousser mes mains dans les orties. Donc, ça veut dire que le contexte de ton âge, je le connais. Et j'ai l'expérience de l'adulte qui me permet de prendre conscience que tu es dans un contexte moins ou plus complexe que celui que je connaissais moi. Donc, tu écoutes. T'es pas là pour créer mon école, créer mon éducation, créer le papa que je serai. Tu écoutes. Tu écoutes parce que moi, je t'écoute déjà. Et cognitivement, de toute façon, un petit enfant ne peut pas prendre des décisions quand il a entre 7 et 11 ans. Cognitivement, il n'est pas encore prêt à le faire. Tout n'est pas complètement fabriqué dans le cerveau. Et donc, il n'a pas la capacité physique d'avoir un dialogue d'adulte.
À 7 ans, 8 ans. Oui, alors comment tu sens les choses? Est-ce que tu veux aller dans l'école ou pas? Tu vois comment la maîtresse? Tu la sens comment? Ça fait des tyrans. On fabrique des tyrans. Et des gens malheureux. Des personnes humaines profondément malheureuses et instables. Sous prétexte d'une idéologie. La tolérance, la démagogie, machin. Alors qu'en fait, ce n'est pas pour être avec une personne humaine, ce n'est absolument pas une idéologie qui fonctionne, c'est l'amour. Jusqu'à quel point je décide d'aimer. Pendant 15 ans, je suis catho, comme je vous disais, au fond des bois. Je me suis retrouvé dans un lieu de banlieue. J'ai aimé mes élèves. Et il s'est passé quelque chose entre les parents, les élèves et moi, alors que nous étions d'un monde complètement différent. L'école s'est constituée progressivement de gens très différents, très pluriels. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à le faire. On a aimé. On a dit quand ça n'allait pas. Et on a dit quand ça allait bien. Et on a donné les fondements même du respect de l'autre. Et une reconnaissance de la richesse de l'autre. Alors à ce moment-là, les extrêmes s'évanouissent. Il y a un étonnement. Alors souvent on entend cette phrase, « Ah oui, moi je ne peux pas supporter ce type de gens et tout. » « Ben oui, mais moi je suis... Ah oui, mais toi c'est pas pareil. Toi tu n'es pas pareil. Non, mais toi c'est une exception. » Non. Non, c'est parce que vous ne regardez pas les autres comme moi vous me regardez. Et votre devoir est de regarder les gens différents de vous comme vous me regardez. Alors bien sûr qu'il y a des blessures, et on est étonné, on est des pécheurs. Mais on a une capacité d'aimer. Et là je suis dans une aumônerie, je pense que quand même il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très efficace pour que le pardon existe, et soit efficace. Et c'est pas toujours facile de poser un pardon. Mais il a payé de sa croix. Et donc c'est sur lui que l'on va reposer ce pardon, on va l'enraciner, même si l'autre est un musulman, un athée, etc., et qu'il est peut-être un antipode de ce qui me nourrit. Mais il a de toute façon, et c'est ce qu'a dit le Concile Vatican II, la semence du Verbe, souvenez-vous. Dans le Concile Vatican II, c'est cela qui est la semence du Verbe. Tout être est habité par ce même Dieu qui nous habite. Nous n'avons pas de mérite, mais nous avons un énorme cadeau. Nous avons les oreilles débouchées. Heureux silence, heureux yeux plissés et petits sourires, heureux hochement de tête. Vous êtes profondément libre de ce que vous venez de recevoir et comment vous allez l'entretenir. Mettez-le en sécurité. Priez, méditez au fond de votre cœur ce qui vous a touché. Quelques secondes, quelques mots. Car c'était cela que Dieu vous a réservé à travers un petit bonhomme aux grandes oreilles. Un grand merci.